Et salut à tous, c'est Magic Hero pour le chapitre 406 d'Hunter x Hunter. Donc avant de commencer, juste pour dire qu'a priori la team qui faisait des traductions françaises a arrêté. Donc bon, voilà, et il faut, si vous voulez, il faut attendre la version officielle française qui est le dimanche. Donc là, je vais parler du chapitre qui est en anglais. S'il y a des petites erreurs, normalement ça devrait aller parce que je vois aussi plusieurs traductions. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez la version française, passez cette vidéo et revenez dimanche. Voilà. Normalement c'est vers 16h qu'elle sort, je crois, un truc comme ça. En tout cas, juste aussi pour dire, dans les commentaires, les miens et puis ceux des autres créateurs de contenu sur Hunter x Hunter, soyez pas trop méchants parce qu'on fait ce qu'on peut. C'est beaucoup d'heures, beaucoup d'heures de travail. Moi, je suis pas hyper tout le temps à l'aise à la caméra. C'est un exercice qui est pas facile. Donc, si je suis lent, tout ça, alors déjà, c'est parce que je galère, mais aussi, même si je l'ai écrit, hein, le texte, c'est aussi parce que bah, ça me permet d'être de bien expliquer, de pas tout déblatérer hyper vite. C'est quand même beaucoup de texte, donc beaucoup de choses un petit peu compliquées. Et moi, je fais les vidéos de cette manière-là. Si vous préférez Hunter 404 ou Ron ou Henrik, n'hésitez pas à aller voir d'autres créateurs qui feront peut-être du contenu différent du mien. Moi, je vais me concentrer vraiment sur ce qui se dit, vraiment essayer d'être au plus précis. Si je peux, essayer de regarder les versions japonaises, etc. Et puis essayer d'apporter mes petites théories, mais voilà, ça reste. Moi, c'est un hobby pour moi, donc je fais ça parce que j'ai un peu de temps, mais en vrai, la semaine dernière, ça m'a pris un sacré temps, et puis la semaine d'avant encore plus. Alors bon, voilà, donc soyez sympathiques, voilà, dans les commentaires. Donc on va commencer tout de suite. Le chapitre 406, les trésors sacrés. On reprend donc avec Finks, Feitan Nobunaga de la Brigade Fantôme et Tajao, le vice-boss du clan mafieux Shaha. Il se déplace donc dans les couloirs qui sont entre les bâtiments. Et Tajao, il dit à Nobunaga qu'il va récupérer son épée, enfin son sabre, avant de repartir. Parce que en fait, les gardes des hauts niveaux, ils vont pas laisser passer un sabre, quoi. Donc Nobunaga, il dit qu'il a passé du temps à la créer. Alors là, déjà, on va se poser 2 secondes sur ce qu'il vient de dire parce que c'est très chelou. Parce qu'en plus, Feitan a dit que le sabre serait un... Alors en français, je saurais pas ce que ça veut, comment le dire, mais il serait un faux qui serait improvisé. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il a utilisé des pièces qu'il a trouvées pour faire un sabre de rechange? Je sais pas trop. Bah, c'est vrai qu'au début, moi je me disais, on l'a déjà vu avec 2 sabres à la ceinture, donc il y a longtemps, New York Shin et tout ça. Mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. Puisque bon, l'autre il l'a cassé quand il a combattu Yoko Tani. Les robots lui ont. Enfin, il est cassé et en plus les robots lui ont confisqué. Donc, bah ouais, ok, j'imagine qu'en tant que sabreur, il doit être capable de faire un sabre, mais bon, c'est quoi, il arrive à le forger comme ça, il a trouvé une forge, je sais pas, où il a chopé des éléments, une épée à quelqu'un pour faire un sabre, je sais pas, où il l'a chopé chez quelqu'un d'autre. Et il y a pas mal de gens qui pensent à de la matérialisation. Alors, si je peux apporter ma petite patte là-dessus, c'est un des premiers trucs qu'on apprend donc, quand on parle de naine matérialisée. Quand Kurapika et son maître discutent, il parle du fait que matérialiser un sabre, on va dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que vaut mieux acheter un vrai sabre au final. À part si le sabre a
effectivement un pouvoir caché, on va dire, pouvoir de Nen. Et en plus, là, on a Nobunaga qui est de catégorie renforcement. Donc, quel intérêt il a à matérialiser Ce serait, je pense, un peu contre-productif, mais j'y reviendrai à la fin. C'est là que donc ils arrivent à un endroit assez surprenant. Franchement, la double page est magnifique. Alors là, c'est une version qui est pas très bien nettoyée, mais j'ai vu la version arabe qui est très belle, vraiment au niveau de très très bien nettoyée. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis vraiment posé la question parce qu'en plus, ils sont à la verticale. Et il y a des piliers comme ça, horizontaux, même dans plusieurs directions. Donc, a priori, c'est l'espace qu'il y a entre le bateau en lui-même et la coque. Et donc, il y a des énormes piliers avec des ressorts. Alors, je me suis dit que c'était peut-être pour amortir des chocs, s'il y a genre des monstres marins ou un truc comme ça. Il y a un escalier sans rambarde, il y a presque des planches de bois qui ont été plantées dans la coque. Ça a l'air d'être un truc fait à la va-vite, pas vraiment officiel. Et c'est un escalier qui mène directement en haut du niveau 2. Donc je suppose, peut-être juste avant d'arriver sur le petit bateau qui est tout en haut. Peut-être, je sais pas où est-ce qu'ils arrivent exactement, mais enfin voilà. Je pensais qu'ils arrivaient directement au niveau 1, mais manifestement non. On apprend que les eaux usées de la totalité du bateau sortent par là. Un peu bizarre. Je sais pas par où ils sortent exactement, c'est pas bien expliqué. Est-ce qu'il y a des jets, je sais pas, des canalisations qui sortent? C'est pas bien expliqué, mais en tout cas, ça a pas l'air de autant déplaire à Finks, vu que lui, il est habitué avec... lui, c'est un peu comme Meteor City, hein, à l'époque, ça lui rappelle la maison. Et donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, j'avais bien théorisé l'histoire, et en effet, c'était bien une histoire de station d'épuration. Alors, on apprend donc que ce qu'on a vu, les bassins qu'on a vus, donc c'est situé entre les niveaux 4 et 5, et que du coup les habitants du niveau 5 sont considérés encore plus bas que les égouts. C'est un peu horrible. Mais bon. Et donc les mafias, vu que les mafias Shu et Sha sont... Enfin, Sha est au niveau 5, Shu est au niveau 4, c'est eux qui sont censés être responsables de cette station d'épuration, mais ils laissent les sous-traitants faire le boulot. Voilà, ils chapeautent ça, les sous-traitants. Et le truc, c'est que Nobunaga, il se dit que en fait, les mafias, vu qu'ils gèrent pas vraiment eux-mêmes les changements d'équipe, il y a des grandes chances que en fait, la mafia EI en profite pour tuer les sous-traitants en toute discrétion. Et pendant les changements, allez hop, t'en tues quelques-uns, et voilà, un par un ou autre. Et effectivement, la semaine dernière, on avait vu un tas de cadavres avec les 3 de chez les EI. Donc finalement, Nobunaga retourne en arrière, il repart vers le 5e niveau. Il en profite juste avant pour parler vite fait du pouvoir de Yokotani de chez les EI, qui selon lui est un pouvoir de type contre-attaque, qui active en gros ces fameux robots invincibles. Mais Phaeton il pense que en gros si quelqu'un les attaque eux, ça devrait pas poser de problème parce que ça devrait être considéré peut-être comme de l'autodéfense. Bon, voilà, a priori il se dit on va attendre qu'ils attaquent et là nous on les défonce. De là, on voit donc une planche avec l'huître qu'avait laissé Inrigi donc, sous une armoire là, dans le QG du clan EI. Et on voit l'huître qui se retransforme en traceur. Donc c'est l'huître qui avait été changée, qui avait été modifiée par Inrigi.
Ah non, c'est le traceur qui avait été modifié en huître. Et je suppose du coup que la durée de la transformation d'un objet en animal est limitée dans le temps. Et on peut voir en fait que la balise, elle fait des petits bips sonores. Je l'avais déjà remarqué avant, mais bon, j'avais pas plus fait attention que ça. Et là, ça a l'air d'être quand même un peu mis en avant. Donc je me dis que c'est possible qu'il y ait quelqu'un du clan EI qui découvre ça, qui découvre le traceur. Enfin le traceur, ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça, la balise quoi. Et, euh, et du coup qu'ils arrivent et qu'ils détruisent la balise avant que Finks et Phaeton ne trouvent le lieu exact du QG. On poursuit, on retrouve Inrigi et Zakuro au niveau 3 du clan Shu. Il y a de plus en plus de monde qui se réunit pour voir la cérémonie funéraire du prince Arkenberg. Et il y a des membres du clan Shu qui les appellent, et donc apparemment ils les amènent au corps de Lynch qui a été tué. Donc c'est un peu horrible, tu vois, il y a sa tête qui est dans l'autre sens. C'est Bonorenov qui l'a éliminé. On avait vu ça la dernière fois. Et les soldats ont d'abord contacté les Shu. Et puis, au début, Inrigi il pense que c'est une attaque des I. Alors, je ne vais pas refaire la totalité de la discussion entre Inrigi et Zakuro, parce qu'au final, en fait, ils arrivent à déterminer plus ou moins ce qui s'est passé la semaine dernière, dans le chapitre précédent. Donc, au final, voilà, en gros, ils remarquent que Lynch, elle avait eu un comportement bizarre quand elle a réveillé Zakuro. Et du coup, Inrigi finit par se rapprocher un petit peu de la vérité. Il pense qu'il y a une personne qui avait pris l'apparence de Hisoka. Soit c'est ça, soit Lynch a été manipulé par du naine. Bref, ils se disent qu'il y a des chances que ce soit un coup de la brigade fantôme. Et par conséquent, ils risquent de devoir s'attaquer au clan Shah, vu que le clan Shah travaille avec la brigade. Et en tout cas, ils sont déterminés à venger Lynch. Donc ça promet encore du lourd pour la prochaine fois. Donc chacun a ses propres objectifs, c'est ça que j'aime bien dans cette guerre de succession. Et la scène change. On est devant l'hôpital du 3e niveau, et avec énormément de monde qui se rassemble pour la cérémonie funéraire du 9e prince Arkenberg. Il y a Kuroro qui est là et qui utilise son pouvoir, donc Skill Hunter, et il active une capacité qu'il a volée à une fille, qu'on voit sa photo. C'était pas la première fois qu'on voyait le livre ouvert, hein. On l'avait déjà vu il y a longtemps, du coup, pendant le combat de Kuroro contre les Oldic. Mais là, ce que vous voyez là sur le dessin, c'est effectivement, il y a des gens qui ont traduit, mais théoriquement, sur la version japonaise, c'est écrit en langage Hunter. Donc là, c'est des gens qui ont traduit le langage Hunter. Donc, alors, c'est pas sûr à 100%. J'ai essayé de voir moi-même, mais bon, j'ai pas passé trop de temps. Mais en gros, cette fille s'appellerait Narumi McGate. Et donc, elle a une capacité qui s'appelle Love Dial. Love Dial. Bon, je vais le faire à la française. 6700. Et c'est Love Dial 6700, le téléphone répugnant. Alors, c'est deux références de chansons de J-pop. On est habitué avec Togashi, il fait toujours des références. Donc, en fait, le téléphone répugnant, je l'ai mis en version française, mais techniquement, c'est une chanson qui s'appelle Disgusting Telephone, qui date de 81 par P-Model. Voilà,
le groupe, et Love Dial 6700 par Finger 5 dans les années 70. Mais il y a eu des reprises par d'autres groupes plus tard. Ça, c'était pour les références. Voilà. Alors, le pouvoir, il permet de matérialiser un téléphone portable à clapper. Hein, bien des années 2000, ça. Et il a plein de cœurs. Notamment, on voit à la fin du chapitre qu'il y a sur la coque du portable un cœur transpercé d'une flèche, transpercé, j'ai dit, d'une flèche, un peu comme Cupidon. Et à quoi ça sert? On peut en fait chercher son partenaire idéal en rentrant des critères, et ben, en fonction de ce qu'on a rentré, il y a un numéro qui est généré de 6 à 20 chiffres. Quand on appelle ce numéro-là, on reçoit des instructions. Et c'est donc la capacité qu'utilise Kuro dans la foule. Mais pour le moment, le téléphone lui dit que la personne qui recherche n'est pas dans la zone. Et on peut rappeler ce même numéro plus tard, ou alors si on change de critère, ça va changer de numéro. Et par contre, il y a un nombre spécifique d'appels qu'on peut passer par jour. Et franchement, encore moi je trouve à chaque fois on a des naines tous plus intéressants les uns que les autres. Là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec du combat. On est sur un pouvoir d'information. Et puis, je sais pas, c'est vraiment un truc moi qui me fait penser au pouvoir qui était, aux cartes de Grid Island, en gros. Il y a plein d'objets de ce genre-là dans les cartes de Grid Island. Et les pouvoirs de naine, c'est là où on se dit, mais en fait, il y a plein d'idées auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça, mais j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et ça, c'est un truc que j'adore dans les capacités de naine, c'est-à-dire que ça aussi, ça en dit long sur le personnage, alors qu'on ne l'a jamais vu. Et on le verra certainement jamais, ce personnage-là de Narumi, là. Le fait que ce soit ce personnage-là qui a créé le pouvoir, bon, même si c'est Togashi, hein, mais voilà, dans l'imaginaire du truc, ça nous en dit long sur ce personnage-là qu'on ne verra jamais. C'est certainement une fille qui était un peu paumée en amour, ou qui avait vraiment envie de trouver l'amour, donc elle a créé ce téléphone. Ça ressemble vachement au truc là, genre le téléphone secret c'est un jouet des années 90. Quand j'étais gamin, je voyais plein de filles avoir ça. C'était plutôt les filles qui avaient ce genre de téléphone. J'ai dû essayer une fois, un truc comme ça. Et voilà. En tout cas, on espère juste que cette Narumi a trouvé l'amour avant de se faire voler son pouvoir. Et on aimerait bien. J'aimerais bien avoir ça dans la vie réelle, moi. Bref, voilà. En tout cas, on a les pensées de Kuroro, et ça permet un peu de comprendre mieux ses motivations. Donc, il avait aussi déjà utilisé d'ailleurs cette faculté à la Tour Céleste, probablement pour trouver un naine à voler avant d'affronter Hisoka. Et voilà. Ce que veut faire Kuroro, il aimerait monter au niveau 1 parce qu'il y a plein d'utilisateurs de naines. Ça lui permettrait de voler des capacités. C'est clair que ça peut être hyper pratique pour lui. Il connaît déjà le principe du rituel de l'Ajar et de la guerre de succession. On apprend qu'il recherche en réalité les 3 trésors sacrés de Kakin, qui sont en gros le système qui génère le pouvoir de naine très puissant derrière la guerre de succession. Et ça fait assez sens avec les questions que je me posais, notamment la semaine dernière, il y avait quand Kuroro avait dit juste après son combat contre Hisoka qu'il avait l'intention de voler des trésors. Ça se passait un peu avant que Hisoka ne tue Charnalk. Donc pour moi il y avait un truc, et là donc effectivement il répond à ça, donc Togashi. Et on a en fait Bonorenov qui disait que le trésor que Kuroro recherchait, c'était un pouvoir de naine, et effectivement ça peut être ça aussi. Donc c'est un peu les deux finalement.
Et pour les trois trésors, ça a l'air de faire référence aux 3 reliques impériales du Japon. C'était un thème qu'il y avait déjà dans le tout début de Yu Yu Hakusho. Donc je pense qu'il a repris un petit peu l'idée. Et bon, alors pour les traductions des noms des 3 reliques, on verra comment ils mettront dans la version officielle française. Je pourrais rectifier les prochaines fois. C'est vrai que c'est pas facile, honnêtement. J'ai essayé deux traductions. Je sais pas. Déjà, rien que là, on a l'urne qu'on connaît, la jarre. Normalement, on appelle ça le rituel de l'œuf dans la jarre. Et seed urn en anglais. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que c'est l'urne cérémoniale utilisée pour les participants de la guerre de succession, l'urne de l'œuf, je l'ai appelée comme ça. Ensuite, il y a la statue religieuse qui supervise la guerre de succession, qui s'appellerait le Bouddha qui médite. Et enfin, l'épée de la succession qui doit être passée au prochain roi, qui s'appellerait la lame des augures. Alors, voilà, ou des présages, ou de plein de trucs, voilà, ou la faveur divine, enfin bon. C'est à voir comment ce sera la traduction en français. En tout cas, on sait évidemment que l'urne, ça permet au prince d'avoir des pouvoirs de bête spirituelle protectrice. Je pense que la statue de Bouddha, alors on ne sait pas encore, hein, mais ça a l'air d'être celle qui limite le lieu de la guerre de succession au bateau seulement. Et je pense que c'est ça qui génère les mains de Nen qui ont donc tué Kacho quand elle a essayé de s'enfuir. Et la lame, ça pourrait être un cadeau qui est donc obtenu par le nouveau roi, transmis donc par l'ancien roi. Et peut-être que ça donne des pouvoirs de divination, ça permet de faire un vœu peut-être, un truc comme ça, je sais pas. Et donc en tout cas, Kuroro veut les voler, mais il sait que la présence de la brigade est déjà un peu éventée et qu'il y a déjà certainement la famille royale qui est au courant. En tout cas, il a essayé de brouiller les pistes en disant qu'il cherchait uniquement Hisoka, mais en fait il cherche aussi les 3 reliques. Et en tout cas, ça lui a permis d'inspecter déjà les bas niveaux. Mais là, il pense clairement que les reliques sont soit au niveau 2, soit au niveau 1. Mais il ne sait pas encore si elles sont gardées toutes au même endroit. Donc Kuroro, il pense que Kakin a mis en place un site rituel, un ou plusieurs, qui agit comme un point d'alimentation en naine, et que si c'est un point, les reliques y sont, et qu'elles sont très certainement très bien gardées, même encore mieux gardées que le roi. Probablement au niveau 1. Et ça dit peut-être que le roi lui-même a la lame, je me suis dit, parce que peut-être que c'est ça qui le protège. La dernière fois quand Arkenberg a essayé de le tuer, c'est peut-être grâce à la lame qu'il avait sur lui qu'il avait, on va dire, cette aura, pas aura, mais enfin qu'il a pu voilà, ne pas mourir par rapport à la balle qui s'est prise. Mais ça peut être aussi très bien sa bête spirituelle protectrice. Et là, donc Kuroro parle du fait que les 3 reliques sont pour lui des cibles, et les voler lui permettrait de remplir la condition de faire évoluer son skill hunter. Donc une condition pour faire évoluer son pouvoir. Donc pour voler la nouvelle capacité qui est rare et puissante, qui permettrait même de tuer Hisoka pour de bon, il va devoir au préalable remplir la condition de voler un trésor national de Kakin avant l'activation de ses conditions habituelles. Et en plus, déjà, il y a un grand risque de rencontrer Hisoka avant ça. Mais bon, il a l'air de pas trop trouver que c'est un gros problème pour le moment. Alors apparemment, en japonais, le site rituel là, dont il parle, ça pourrait a priori faire référence à la chambre funéraire avec les 14 cercueils qui sont en cercle là, qu'on avait déjà vu. Ce qui serait assez logique.
en vrai. Et donc là, on a une image de Kuroro qui fait bien flipper, parce que ça fait plaisir de voir que Togashi prend toujours autant de kiff à dessiner, à faire parler son art, et puis aussi nous prendre par surprise avec des dessins comme ça qui font bien peur. Et voilà, et donc on finit avec les gardes de Harkenberg qui portent son cercueil entouré de la foule immense, avec Kuroro qui utilise de nouveau le téléphone. Et ça répond que la personne a tenté, la personne qu'il a tenté de joindre a été localisée, mais qu'elle est dans une zone hors de portée du signal de Nen. Et donc Kuroro dit que, comme il le pensait, la personne ne se trouve, la personne se trouve plutôt dans les niveaux du dessus. C'est pas encore forcément très clair si c'est Kuroro qui a tenté d'avoir des infos sur la personne qu'il veut voler, dont il veut voler la capacité, ou si c'est des infos sur la localisation d'Hisoka. Mais là, je pense que c'est plutôt la capacité, parce qu'il se dit qu'il y a tellement de monde que s'il se trouve dans le coin, c'est utile. Mais peut-être que, en fait, je sais pas quelle est la portée. En fait, ça dépend. Quelle est la portée du signal dont il parle. Parce que là, le message n'est pas le même. Le message téléphonique n'est pas le même. Là, la personne a été localisée, mais elle est trop loin, en gros. Donc, qu'est-ce que c'est la portée? Est-ce que au-delà d'1 kilomètre, je sais pas, au-delà de 500 mètres, ça fonctionne plus? Voilà. Je sais pas. Donc, encore un chapitre qui nous ouvre énormément de possibilités. Là, la petite image en couleur qui a été faite, très 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 sympa. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Kuroro cherchait un trésor de Kakin, donc c'était assez logique qu'il cherche l'urne. C'était un truc qui avait été un peu déjà théorisé, mais bon, on ne pouvait pas forcément savoir qu'il y avait 2 autres reliques. Mais ça va aussi relancer pas mal les discussions à propos des objets de Nen. Comment ça fonctionne techniquement? Alors on sait que c'est créé. Là par exemple, l'urne, elle a été matérialisée par le premier roi de Kakin, mais ensuite c'est devenu, après sa mort, je suppose, un objet autonome qui fonctionne ad vitam aeternam, à moins qu'on puisse la détruire, hein, parce que normalement les objets matérialisés peuvent être détruits. Et donc ça pourrait être en tout cas l'un des 3 objets. Si par exemple on arrive à trouver le Bouddha et le détruire, peut-être que c'est ce que Kurapika veut faire. Peut-être que ça permettrait d'annuler le fait d'être centré sur le bateau. Donc il pourrait se barrer, enfin envoyer les gens à l'extérieur du bateau. Voilà. Jusque-là, on n'avait pas énormément d'objets issus du Nen, à part dans Grid Island. Et là, je pense que ce serait la bonne occasion pour nous expliquer comment ça fonctionne. D'autant que entre tous les rituels, tous les trucs, tous les objets de Nen, les pouvoirs, les types de pouvoirs qu'on nous montre, moi franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est un préambule à ce qui va se passer pendant le Dark Continent. Parce que les objets qu'on va peut-être trouver sur le Dark Continent, ce sera peut-être le même genre d'objet, et comme on aura déjà compris comment ça fonctionnait, on n'aura pas besoin d'avoir une nouvelle explication. On se dira, ok, c'est des objets qui ont été créés dans les temps immémoriaux par des utilisateurs de Nen qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'on en saura plus dans cet arc-là. Et il y a aussi le fameux sabre de Nobunaga. À un moment donné, je me disais que ça pourrait être un objet matérialisé à usage restreint, c'est-à-dire que, en gros, il serait utilisable que pendant quelques jours. Genre, si ça se trouve, il y a des utilisateurs de Nen assez doués pour créer n'importe quel objet temporairement avec du Nen. Mais, le truc, imaginons que Nobunaga meurt au combat avec ce sabre-là, qui aurait été matérialisé, et bah peut-être que s'il meurt et que voilà, il avait ce sabre en main, l'objet matérialisé pourrait
ne pas disparaître et être là indéfiniment, quoi, en gros. Je sais pas comment expliquer ça. Mais ce qui m'embête là-dedans, c'est que normalement, les objets matérialisés, on peut les rendre invisibles. Et donc, si c'était vraiment un sabre matérialisé, il aurait pu le rendre invisible pour le cacher et puis pour passer au niveau 2 sans problème. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais bon, après, peut-être que des objets matérialisés temporairement peuvent pas être rendus invisibles. Voilà, je sais pas. Ça encore, ça nous ouvre tout un champ des possibles. Voilà. Et en tout cas, ce que va faire Nobunaga, c'est de réfléchir. Il va peut-être essayer d'abord de trouver Franklin. Ou alors, il va essayer de se battre. Il va se battre seul contre les 3 membres des EI. Moi, je voyais un 3 contre 3, mais là, manifestement, Finks et Feitan, c'est leur duo, mais ils sont partis tous les deux au niveau 2. Et donc, voilà, Nobunaga va peut-être aller entre les... au niveau de la station d'épuration, entre les niveaux 4 et 5. Et voilà, pour affronter les membres des EI. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Oken-I, qu'on a vu la semaine dernière, et qui a l'air d'être un traître au sein même du clan Shah. Donc on lui a demandé de prévenir les autres araignées. Et là, je me dis, s'il l'a pas fait, il s'attendrait peut-être pas à ce que Nobunaga revienne direct. Donc, s'il l'a pas fait et que Nobunaga il commence à dire, mais t'as prévenu mes potes ? Pas vraiment. Ah, là, il pourrait commencer à se douter de quelque chose. Il pourrait être soupçonneux. Et voilà, en tout cas, il y a aussi Zakuro et Inrigi qui veulent se venger. Donc, a priori, pour le moment, ils sont pas encore certains de l'implication de la brigade dans la mort de Lynch. Je les vois pas rentrer tout de suite dans une guerre juste pour ça, mais ils vont commencer à en avoir marre, je pense. On verra bien. Et pour finir, je voulais parler de Kuroro qui dit vouloir faire évoluer sa capacité Skill Hunter. En gros, donc je reprends vite fait, il s'est imposé la condition de voler les trésors de Kakin, au moins un, pour choper un pouvoir super puissant. Alors ça pourrait en rester là, mais alors moi cette histoire d'évolution, franchement ça a fait tilt dans ma tête, et pour moi ça m'a fait directement penser au cercle d'attributs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais résumer. En gros, ça vient d'une exposition que Togashi a faite, une exposition sur Togashi et sur son travail. C'était au Japon, ça s'appelait l'exposition Puzzle. Et Togashi lui-même, pour cette exposition, avait donné pas mal d'infos sur le nen, des trucs qu'on savait pas, quoi. Notamment certains comment dire, Hatsu, de certains personnages. Et il parlait aussi du spectre du Hatsu. Donc le fait que des gens... on a une catégorie de naissance et qu'on peut pencher à gauche ou à droite vers une autre catégorie. Donc, par exemple, Nobunaga, il est du renforcement. C'est dit justement dans ce truc-là, c'était expliqué qu'il était du renforcement, mais qu'il était aussi à tendance transformation. Donc il est un petit peu vers la transformation. Et donc, pour cette exposition-là, il avait aussi parlé des cercles d'attributs. Et alors là, plutôt que d'essayer de vous expliquer comme ça à 22h, je vais vous passer un extrait de ma vidéo sur le nen. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui s'en souviennent plus trop, n'hésitez pas à aller voir justement la version complète, la vidéo complète. C'est 1 heure, mais bon, voilà. En tout cas, ça me permet aussi, parce que je parle pas mal du spectre du Hatsu aussi. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu là-dessus. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Les cercles d'attributs du Hatsu. Une personne n'ayant aucune tendance à d'autres catégories, c'est-à-dire qu'elle serait exactement à sa catégorie naturelle, aura des chances d'atteindre ce qu'on appelle les cercles d'attributs. Il s'agit de 4 niveaux de compétences hors normes de sa catégorie naturelle.
Ils sont représentés par des cercles concentriques, et plus une personne se rapproche du centre, plus elle atteint l'apogée de sa technique. Il ne s'agit pas là forcément d'une question de puissance, de talent ou de quantité d'aura. Les 4 niveaux des cercles d'attributs sont nommés supérieur, excellent, génie et ultime. Une personne étant dans le cercle d'attributs peut atteindre l'ultime, la vraie essence de sa catégorie. Mais par manque d'entraînement, il est possible aussi de perdre des niveaux dans les cercles. Atteindre l'ultime dépend largement des efforts fournis, mais aussi de facteurs comme la chance ou différentes circonstances. Pour les utilisateurs de la spécialisation, il n'y a pas de vraie règle commune concernant les cercles d'attributs. Certains peuvent ne pas du tout progresser, bien qu'étant dans les cercles d'attributs. Parfois, pour atteindre l'ultime, il leur faudra travailler les catégories pour lesquelles ils sont le plus éloignés dans l'hexagone, c'est-à-dire l'émission, le renforcement ou la transformation. Il n'est pas impossible, pour une personne ayant une tendance vers une catégorie annexe, d'atteindre l'ultime. Il devra travailler continuellement les 2 catégories pendant une longue période afin d'y arriver. Des personnages que l'on connaît ayant atteint l'ultime, il y a Netero en renforcement, Zeno et Meruem en émission, Biscuit en transformation, Abengane en matérialisation et Haruka en spécialisation. Gon est passé du niveau supérieur directement à l'ultime lors de sa transformation face à Pito. Plusieurs personnages sont de niveau génie, comme par exemple Hisoka, Kuroro, Silva, Uvogin, Genzru, Korutopi, Pito, Yuppie ou encore Pufu. Lorsque Komugi s'est éveillée au Nen, elle a directement atteint le niveau génie en renforcement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Kuroro, qui est actuellement de niveau génie, avec ses conditions, avec tout ça, le fait qu'il soit de la spécialisation, que c'est un peu particulier pour obtenir, et il pourrait essayer d'obtenir le niveau ultime. S'il réussit sa condition, peut-être de voler les trésors de Kakin. Alors, je me dis que ce serait en tout cas une bonne occasion pour Togashi d'enfin nous introduire le vrai principe des cercles d'attributs, parce que pour le moment on l'a pas dans le manga. Donc ce serait un bon point d'entrée, et on a Kuroro qui essaye de passer là, et puis on a toute l'explication de qu'est-ce que c'est, etc. Éventuellement réexpliquer ce qu'on a appris justement dans cette dans ce truc là qu'on a eu, je sais plus si c'était dans un livret, un truc comme ça, pendant l'exposition puzzle. Donc ce serait pas mal d'avoir ça pour de vrai dans le manga. Et voilà, donc ce que je pouvais dire sur ce chapitre là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent encore à cette heure là, un bon week-end prolongé, et à la semaine prochaine.